et tout singulièrement, bien sûr, les mémoires corses. Et nous avons un certain nombre d'invités extérieurs qui nous parlent et de Napoléon Bonaparte, mais y compris de sa relation à la Corse. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Marie Rouart, donc il est à peine nécessaire de le présenter, romancier, essayiste, chroniqueur, membre de l'Académie française. Il a écrit de nombreux ouvrages, et notamment Napoléon ou la destinée. Monsieur Rouart a travaillé avec nous, notamment dans le cadre du projet Paul Napoléon, qui est, comme vous le savez, un projet qui a été donc lancé conjointement par la collectivité de Corse et l'université de Corse. Il était venu notamment pour faire une conférence dans ce cadre au symposium que nous avons organisé en 2018. Donc, il a des relations étroites avec la Corse pour un grand nombre de raisons. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le grand plaisir de l'accueillir pour cette conférence. Alors, je rappelle donc que cette série de conférences est organisée en partenariat avec la délégation corse du souvenir napoléonien et également du laboratoire de l'université, le laboratoire LISA, les laboratoires CNRS. Donc, la parole immédiatement donc à Jean-Marie Rouart pour cette conférence donc sur le thème de l'échec et de l'identification. Hein, donc c'est tout un programme effectivement, titre intitulé un peu énigmatique, et nous allons être dans quelques instants donc parfaitement renseignés sur ce que Jean-Marie Rouart entend par là. Alors, donc, le format habituel, donc une demi-heure de communication, de conférence, et puis ensuite des questions qui nous parviendront, qui ont commencé d'ailleurs à nous parvenir dès à présent, mais qui nous parviendront donc au cours de la conférence. Donc, cher Jean-Marie, c'est avec un grand plaisir que je vous cède la parole pour votre conférence. Merci, Monsieur le Président. Et c'est un grand bonheur pour moi de parler avec vous parce que j'ai toujours eu des conversations, notamment historiques avec vous, qui étaient extrêmement enrichissantes, et des conversations sur mon petit cousin Paul Valéry. Et c'est un double plaisir, non seulement de parler avec vous, mais d'évoquer la personnalité de Napoléon. Parce que Napoléon nous élève au-dessus de nous-mêmes. Vous savez, quand j'écrivais ce livre que vous avez eu la gentillesse d'évoquer, Napoléon la destinée, j'avais le sentiment en permanence d'être à quelques centimètres du sol. J'avais le sentiment d'avoir quitté la réalité tellement médiocre pour être avec un homme qui pouvait avoir des défauts, bon, qui n'en a pas, et lui en avait, mais avec un homme qui n'a jamais été médiocre, avec un homme qui n'a jamais vu les choses de manière petite, ni prosaïque. Et vraiment, ça fait du bien, parce que dans notre époque, il faut reconnaître que qu'est-ce qu'il y a comme médiocrité, qu'est-ce qu'il y a comme gens médiocres? Eh bien, c'était une sorte d'antidote, si vous voulez, à la vie quotidienne, aux ennuis de la vie quotidienne, qui sont nombreuses, ces ennuis, aussi bien à Paris qu'en Corse. Voilà, et donc Napoléon, ça fait du bien. Alors, l'origine de ma passion pour Napoléon, qui est très ancienne, c'est en effet une forme d'identification. Alors, bien sûr, vous allez sourire, parce que l'identification, on voit tout de suite, vous savez, les fous qui se prenaient pour Napoléon en Charenton. Bon. Non, mais je me suis identifié à Napoléon pour la raison suivante. C'est que j'étais un adolescent difficile. Un adolescent avec des problèmes, un adolescent qui souffrait en permanence de ne pas réussir à être un écrivain, et en plus, j'avais des problèmes sentimentaux terribles, puisque ma petite amie venait de me quitter, et j'étais donc au bord du suicide. Et c'est là où j'ai découvert le mémorial de Sainte-Hélène. J'ai découvert que j'avais une sorte de fraternité avec ce grand homme qui était Napoléon, parce qu'au fond, il avait énormément souffert, énormément connu d'échecs. Et
je m'en suis rendu compte dans sa correspondance avec Joséphine, où il était trompé. Vous savez, pendant la campagne d'Italie, il le trompait avec un jeune lieutenant qui s'appelait Hippolyte Charles. Et cet homme qui était glorieux, qui était salué par tout le monde, qui ne connaissait que des succès, eh bien, connaissait cette souffrance amoureuse d'une femme qui l'aimait à moitié et qui le trompait d'une façon horrible. Alors, ça m'a fait du bien de lire ce mémorial de Sainte-Hélène parce que je me suis dit, au fond, même un très grand homme, et c'est la même chose si on lit la vie de César ou celle d'Alexandre le Grand, eh bien, même un très grand homme, au fond, connaît des difficultés sur le plan amoureux. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que toute la vie de Napoléon était semée d'échecs. Et finalement, vous savez, nous avons l'image un peu toute faite des grands hommes. Nous croyons que la vie de Gaulle, la vie de Washington, la vie de tous ces grands hommes est une vie pavée de roses. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, tous ces grands hommes que nous admirons, ils ont traversé 1000 difficultés, et particulièrement Napoléon, et c'est ce qui a, ils ont donné à leur personnalité une force. Eh bien, ce sont justement ces échecs. Et les échecs rendent de très grands services. Moi, je dois dire, maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte à quel point tous les échecs que j'ai trouvés n'ont pas été à la mesure de ceux de Napoléon, hélas. Mais tous ces échecs, eh bien, c'est ce qui forge une personnalité et surtout, c'est ce qui permet de rester en contact avec les autres. Et c'est ainsi qu'on reste humain. Et c'est quand même une chose, c'est important d'être un créateur, c'est important d'essayer de faire de grandes choses, mais surtout, ce qui est important, c'est de rester humain, c'est-à-dire de comprendre les autres. Alors, je pense que cette identification que j'ai éprouvée, je ne suis pas le seul à l'avoir éprouvée. Et je me suis rendu compte que, vous savez, Balzac disait il faut être le Napoléon de quelque chose. Mais pas seulement Balzac, Stendhal, et puis Victor Hugo, et puis Dostoïevski, et puis Léon Bloy. Beaucoup d'écrivains français et russes se sont passionnés pour Napoléon parce que justement, en lisant le mémorial de Sainte-Hélène, ils avaient le sentiment d'un formidable roman. Il faut dire que c'est le plus grand roman qu'un homme ait vécu, d'ailleurs. Il l'a dit lui-même. Quel roman que ma vie. Quel formidable roman. Un homme qui, finalement, était d'origine, non pas modeste, mais enfin, il était d'une petite origine, ayant vécu rue Malherba, à Ajaccio, ayant eu beaucoup de difficultés, donc en Corse, et a réussi, par son mérite, a réussi, à la faveur de la Révolution, à accéder au plus grand poste et devenir empereur des Français, ce qui est absolument un destin extraordinaire. Et ce destin, en permanence, il côtoie le miracle et le merveilleux. Et c'est pour ça qu'il s'est créé, à la fois pour ses qualités humaines, parce que ça a commencé par ses proches, par ses officiers et par ses soldats. Ils ont participé à cette forme de mythification. Dès le départ, on le voit en Italie, pendant la campagne d'Italie, tous les hommes qui sont près de lui sont prêts à se faire tuer pour lui. Et l'un d'eux, de ses meilleurs amis, Buiron, se fera tuer à ses côtés à Arcole. Et ils ont senti qu'il y avait chez cet homme une qualité humaine exceptionnelle, un talent militaire exceptionnel, on va voir, mais aussi quelque chose qui dépassait tous les autres hommes. Et ils ont commencé à créer ce mythe. Napoléon, lui-même Bonaparte, à ce moment-là, disons, n'a pas employé tous les moyens qu'il fallait se faire connaître. Ce sont toutes les images d'Épinal. Il a utilisé les moyens de communication, mais quel est l'homme politique qui ne les utilise pas? De Gaulle les a utilisés, c'est obligatoire. Mais
ça n'aurait pas pris, si vous voulez, la publicité, vous voyez, ne prend pas dans le domaine politique, à mon avis, s'il n'y a pas derrière une réalité. Et cette réalité, c'était vraiment ce qu'on peut appeler le génie. C'est vraiment un génie, parce que c'est un génie à la fois militaire. Bon, on ne va pas évoquer toutes les batailles extraordinaires qu'il a gagnées, mais c'est un génie civil. Et c'est peut-être ce qu'on ignore le plus, c'est à quel point la France doit lui être reconnaissante parce qu'il a façonné. Vous savez, quand la France, au sortir de la Révolution, sous le Directoire, c'est une France en ruine. Il n'y reste plus rien. Les ouvriers n'ont plus aucun moyen de défense. Les routes ne sont pas sûres, elles sont pleines de bandits. L'État lui-même n'arrive pas à se faire obéir. Et puis, il faut reconnaître que cet héritage de la Révolution, c'est l'esprit de conquête. Parce que la France, ce n'est pas Napoléon qui a inventé l'esprit de conquête, c'est l'héritage de la Révolution qui, sur ce plan, notamment a voulu, disons, imposer sa vision républicaine des choses. Donc, il va se créer une sorte de mythe et petit à petit, il y a quelque chose de formidable chez lui, c'est qu'il va gouverner avec non seulement une très grande intelligence, mais un très grand bon sens. Vous savez, ça c'est très important, parce que en politique, le bon sens, bizarrement, et un bon sens qui s'ancre, comme tous les grands personnages historiques français, comme le général de Gaulle, qui s'ancre dans une connaissance de l'histoire de la France. Et d'ailleurs, il le dira, est assez tolérant, c'est pas un homme sectaire, c'est pas un idéologue sectaire, c'est un homme qui dit j'assume tout de la France, de Clovis jusqu'au comité de salut public. Et il va tenir parole. Et une de ses premières mesures, ça va être de célébrer la mémoire de Turenne, grand général de la monarchie, vous voyez, et il va faire toute une cérémonie pour remettre à l'honneur Turenne. Et puis, il va faire cette chose extraordinaire, et qui était presque une provocation. Il va restaurer la religion catholique avec le Concordat. Et ça, c'est très intelligent parce que tout le monde poussait à la restauration de la religion du protestantisme. Il a compris que c'était finalement le catholicisme était la religion de la France, la religion du plus grand nombre des Français. Mais en même temps, il ne va pas du tout exclure les autres religions. Le protestantisme et les juifs ne vont pas du tout être complètement mis sur le côté. Au contraire, on va en tenir compte et, vous savez, ce concordat que je trouve, moi, un protocole d'accord sur les religions très remarquable, qui, à mon avis, et qui fonctionne encore, puisque vous avez la Moselle et l'Alsace, qui sont les départements qui fonctionnent encore sous le régime du Concordat. Et eux, ils sont tous très heureux, ils ne protestent pas du tout. Et tous ceux qui ont essayé de rompre avec ce régime se sont heurtés à un mur, parce qu'ils considèrent que c'est une position. Donc, si vous voulez, c'était très intelligent. Et à ce moment-là, c'était pas du tout d'ailleurs de sa part, parce que lui-même est croyant ou pratiquant. Non, je pense que il avait compris que les hommes avaient besoin d'une religion, et il l'avait vu au moment de la campagne d'Égypte, il l'avait vu en Italie. Pour lui, il devait y avoir une transcendance. Et cette campagne d'Égypte, d'ailleurs, va participer à ce mythe. Et c'est tout à fait étonnant, vous voyez, parce que, au fond, on peut le dire maintenant, et c'est pas lui faire injure, mais c'est un échec complet. C'est un échec complet sur le plan des faits, la campagne d'Égypte. Et pourtant, c'est considéré comme une réussite. Parce que, vous savez, les peuples, c'est ce qu'a très bien compris De Gaulle en parlant de Napoléon, les peuples ont besoin de
réalités. C'est vrai, ils ont besoin qu'on gère les réalités, mais ils ont aussi besoin qu'on les fasse rêver. Et cette campagne d'Égypte, c'est formidable parce que ça fait rêver. Et imaginez Bonaparte, qui fuit l'Égypte, qui abandonne son armée et qui part sur une petite frégate contre la vigilance de Nelson et qui repasse d'ailleurs par la Corse et qui débarque à Paris. C'est absolument extraordinaire. Ça tient du miracle. Et toute sa carrière, si on peut pas appeler ça une carrière, c'est toujours une formidable épopée, eh bien, va être dans ces brumes du miracle. On va se dire, c'est un homme qui échappe à tous les dangers. Et toute sa vie, d'ailleurs, sur le champ de bataille, les soldats essayaient de le retenir parce qu'il allait devant, il allait au-devant du danger. Et il disait, d'une façon très fataliste, la balle qui me tuera portera mon nom. Donc, un grand courage, disons, et il est l'objet d'une formidable mythification. Alors, une œuvre magnifique, grande mythification. Les Français, bon, même ceux qui vont aller sur le champ de bataille, qui vont être blessés. Moi, j'ai lu beaucoup de mémoires de ces soldats. Étrangement, ils ont perdu une jambe, ils ont perdu un bras, ils ont perdu un œil. Personne ne se plaint. Ils disent tous, c'est la plus belle année de ma vie. Alors, devant ce portrait que je vous fais, vous pouvez vous poser la question, on peut se poser la question, mais pourquoi la République répugne-t-elle à honorer ce génie absolu? Puisque, au fond, si la République a pu subsister, c'est quand même un peu grâce à lui. D'ailleurs, il a reproduit la République. Alors, qu'est-ce qu'elle peut lui reprocher à Napoléon? D'avoir fait des guerres. Mais elle-même, vous croyez que la guerre de 14, qui a fait 1 500 000 morts, n'est pas une guerre coûteuse en hommes. Elle a coûté plus d'hommes que l'ensemble des campagnes napoléoniennes en 15 ans. Est-ce qu'il avait l'esprit de conquête? Mais la République, pouvez me dire, l'Empire colonial, on l'a appelé l'Empire français, c'est-à-dire l'Indochine, toutes les conquêtes africaines, c'est vraiment, et celle du Moyen-Orient, ça a été un esprit de conquête. Donc, bizarrement, la République a toujours eu une sorte de peur, elle a toujours été mal à l'aise avec la personnalité de Napoléon. Et pourquoi? Eh bien, ça tient en fait, c'est que la République n'aime pas ce qu'on appelle les hommes providentiels, c'est-à-dire les hommes providentiels, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas été, disons, nourris dans le sérail républicain, qui n'ont pas été commencés par par tout le cursus, disons, républicain. Et elle n'aime pas beaucoup ces hommes providentiels. Elle n'aimera pas plus De Gaulle, il faut bien reconnaître. Elle n'aimera pas plus Clémenceau, parce qu'elle considère que c'est un danger pour la République. Et cette défiance, eh bien, il y a un homme qui a décidé de rompre avec elle parce qu'il considérait que Napoléon faisait partie du patrimoine de la France, parce qu'il avait élevé les Français au-dessus d'eux-mêmes. Et il disait même, si autant de Français sont venus me rejoindre à Londres, c'est grâce à Napoléon. Eh bien, cet homme, c'est De Gaulle. Et De Gaulle voulait, en 69, eh bien, prononcer un grand discours aux Invalides sur Napoléon, tandis que André Malraux prononcerait un autre discours. Lui aussi était un grand admirateur de Napoléon, il avait même écrit une biographie de Napoléon, à Ajaccio. Et puis, vous savez bien ce qui s'est passé, il y a eu le référendum manqué, et donc De Gaulle n'a pas pu prononcer son discours, et Georges Pompidou a été élu, et il a prononcé un discours qu'il faut bien admettre est magnifique. Magnifique, vraiment, parce qu'il a compris que par-delà les bisbilles, par-delà disons, les rancœurs républicaines, eh bien, il y avait quelque chose de plus grand, c'était la gloire de la France, et que cette gloire réagissait sur tous les Français. Et vraiment, je vous recommande de lire le discours
répéter, parce que c'est un discours très intelligent et qui est dans l'esprit de Napoléon. Il assume le passé de la France. Et on ne peut pas nier un passé aussi glorieux, parce que, vous savez, moi j'habite à la Chance, j'habitais en face, à côté des Invalides, et je vois les Chinois, les Japonais, les gens de tous les pays du monde qui défilent, qui viennent et qui sont sensibles à cette formidable gloire. Alors, la République n'est pas la seule à faire des reproches à Napoléon. Et il y a beaucoup de gens. Il y avait notamment un livre d'un Premier ministre, de Jospin, qui était, pardon de le dire, mais je beaucoup l'estime dans M. Jospin, mais c'est un livre absurde. Un livre absurde parce que c'était comme si Napoléon débarquait aujourd'hui. Alors, évidemment, Napoléon débarquant aujourd'hui, ben, la campagne d'Égypte n'est pas possible, rien n'est possible, parce que le contexte est complètement différent. Alors, l'erreur à commettre, Léon, c'est, et d'ailleurs c'est vrai dans toutes les périodes de l'histoire, c'est de ne pas les contextualiser. L'histoire n'est compréhensible que si on contextualise. Comment imaginer qu'avant 14, les Français étaient complètement nationalistes, qu'ils étaient prêts à mourir pour se battre contre les Allemands? Comment imaginer que 30 ans plus tard, même pas 20 ans plus tard, avant la guerre de 40, ils étaient devenus complètement pacifistes? Voilà, donc il faut se replacer dans le contexte de l'histoire si on veut comprendre l'histoire. Et c'est vrai pour Napoléon. Napoléon, si on ne ne replace pas dans ce contexte de la post-révolution, dans cet effondrement de la France, parce que la France sort exempte de la Révolution, eh bien, et cette aspiration à l'ordre, parce qu'on dit, on veut un ordre, mais pas un ordre sanguinaire. On veut pouvoir tranquillement être chez soi, ne pas avoir la peur que quelqu'un vienne la police arrive et vienne nous amener à la guillotine. On veut pouvoir vivre paisiblement, faire du commerce, et donc il incarne cette sécurité nécessaire et en même temps cet esprit de grandeur et ce sentiment qui est nécessaire parce que la France a perdu quelque chose. Et là encore, dans le contexte, on l'a oublié, mais elle a perdu le roi. Or, le roi, c'était l'unité française. Le roi, vous savez, tous les révolutionnaires dont on nous parle, les Robespierre, les Danton, les Marat, eh bien, en 89, ils étaient tous monarchistes. Et donc, toute la France était monarchiste parce que c'était l'unité nationale. Il y avait une sorte de... on pouvait avoir des désaccords, mais il n'y avait pas de désaccord sur le roi. Et bien sûr, la France a changé. Elle a perdu son roi, elle a tué son roi, et subitement, elle s'est sentie lui manquait quelque chose. Et elle a reporté sur Napoléon justement ce qui lui manquait, ce désir de gloire, ce désir d'unité nationale. Et étrangement, même l'aristocratie a rallié peu à peu Napoléon, et ça a été vraiment une forme d'unité nationale. Et alors on parle beaucoup des guerres, on parle beaucoup des guerres de Napoléon, et je dis c'était la poursuite des conquêtes révolutionnaires. Hein, mais en même temps, il y a aussi le fait que l'Angleterre ne voulait pas d'un régime républicain, elle ne voulait pas de Napoléon. Ça a été quand même une des raisons de ces guerres perpétuelles. Mais je pense que ce qu'il y a d'extraordinaire chez Napoléon, c'est que même des défaites comme Waterloo, eh bien, vous voyez, quand on va à Waterloo, c'est tout à fait étonnant. Parce qu'au fond, les gens se fichent complètement que ce soit une défaite. Parce que pour eux, c'est Napoléon, et tout ce qui touche Napoléon, c'est une forme de victoire. C'est extraordinaire de voir que tout le monde se fiche pas mal de Blücher, de Wellington. On est beaucoup plus attiré, ému par la défaite de Napoléon et par la présence de Napoléon, et ce qu'on cherche à Waterloo, c'est Napoléon. Enfin, dernier épisode de cette publication, ça va bien sûr être la mort de Napoléon et puis la publication
du mémorial de Sainte-Hélène. Et là, il va se passer quelque chose d'encore surprenant, puisque tout le 19e siècle va retentir pour le souvenir de Napoléon. Et c'est ce que une jeune femme corse, une historienne, Marie-Paul Raffaelli, a écrit. Elle a écrit un livre très intéressant sur Jésus et Napoléon. En effet, il va y avoir, parce que il y a, à la faveur de la déchristianisation, il y a un manque. Il y a un manque, il y a beaucoup de gens qui ont envie de croire, et étrangement, eh bien, ils vont reporter ce besoin de croire sur l'homme qui les dirige, c'est sur Napoléon, ou sur l'homme qui les a dirigés après sa mort, et il va y avoir une formidable nostalgie de Napoléon. Et vous savez que toute la France, notamment la France littéraire, va vivre dans la nostalgie de Napoléon, et tout le romantisme va être au fond tous ces écrivains, Musset, Vigny, vont vivre dans la nostalgie, et Balzac, de cette période extraordinaire qui avait amené les Français à devenir finalement légendaires. Voilà. Tous les Français, grâce à Napoléon, sont devenus légendaires. Et il me semble que c'est la raison pour laquelle je crois que le président Macron va à son tour célébrer la mémoire de Napoléon. Il le fera, je pense, à l'Académie française. Eh bien, je trouve que c'est de la part de la République, c'est simplement rendre justice à un grand homme qui a rajouté de la gloire aux Français et par conséquent à toute la France. Merci. Merci beaucoup, cher Jean-Marie Rouart, pour cette communication. Donc, nous avons à présent un certain nombre de questions qui nous ont été posées, qui vous sont posées, hein, donc, et qui vont nous permettre donc de prolonger ce moment agréable et éminemment instructif. Alors, Jean-Philippe vous pose la question suivante. Sous votre plume, on découvre un Napoléon fragile, suicidaire, trompé, trahi. Pourquoi est-ce que les livres d'histoire passent sous silence ce côté du personnage? Bon, en tout cas, vous ne l'avez pas passé sous silence, ni dans vos écrits, ni dans vos propos. Eh bien, la réponse, c'est que je ne suis pas un historien. Je suis un écrivain. Or, les écrivains ont cette particularité. Ce qui les intéresse, c'est l'homme. Alors que les historiens sont plus intéressés par les faits, l'agencement des faits. Et c'est d'ailleurs tout à fait étonnant. Vous savez, dans le dictionnaire de Jean Tullard sur Napoléon et tous les personnages napoléoniens, il y a un épisode de la tentative de suicide de Napoléon au moment des adieux de Fontainebleau. Eh bien, Jean Tullard, qui est le maître exceptionnel, incontesté de l'histoire napoléonienne, eh bien, les historiens qui ont fait ce dictionnaire mettent un peu ce suicide en doute. Alors qu'en fait, il y a eu des témoins. Hein, Colincourt était témoin, on sait qu'il a vomi le poison, enfin bon, bref. Donc, les historiens s'intéressent peu à la fois aux histoires d'amour, alors que les romanciers, ils adorent les histoires d'amour, parce qu'ils ne vivent que, finalement, c'est ce qui compte le plus. Ils veulent écrire des livres et ils veulent être aimés, les romanciers, les écrivains. Tandis que les historiens sont des gens beaucoup plus sérieux, des gens qui ont fait des études très importantes. Donc, ils ont une vision différente. C'est comme ça. Vous verrez d'ailleurs, quand vous lisez sur Marie-Antoinette, sa biographie de Stéphane Zweig, sa biographie de Marie-Antoinette, eh bien, c'est différent. Les biographies d'écrivains sont différentes des textes des historiens. Ce sont des gens de nature différente. Alors, quelquefois, quand même, il y a des liens. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des historiens qui sont très proches des écrivains.
comme je pense à Michelet, je pense à Bainville, je pense à Benoît Méchain, voilà, qui sont des hommes qui sont un peu entre les deux. Ce sont des historiens plutôt, disons, qui ont une mentalité, une vision d'écrivain. Moi, vous savez, que ce soit comme journaliste ou que ce soit dans mes biographies, je ne peux pas échapper à ma vision d'écrivain. Et donc, c'est surtout l'homme qui m'intéresse, avec ses difficultés. Comment est-ce qu'il fait pour vivre? Parce que ce qui m'a intéressé chez les autres, c'est de tirer une leçon pour ma propre vie. Comment on fait pour vivre? Merci, merci beaucoup, cher Jean-Marie. Oui, effectivement, c'est presque des ouvrages dont vous recommandez la lecture. Hein. Il s'agisse de Marie-Antoinette de Zuig et qu'il s'agisse évidemment des écrits de Michelet, hein, auxquels on a reproché, enfin, en tout cas, les historiens plus récents ont reproché de romancer un peu parfois, hein, de ne pas être suffisamment près des sources. Hein. Mais effectivement, il y a ce souffle chez Michelet, il y a ce souffle aussi chez Zweig, évidemment, dans toute son œuvre biographique. Alors, Antoine vous demande, qu'y a-t-il de Corse dans le parcours politique de Napoléon? Alors, vous connaissez bien la Corse, vous connaissez bien Napoléon. Je pense que vous n'aurez pas de mal à répondre à cette question. Alors, Napoléon ne pouvait pas échapper à ses origines. Il ne peut pas échapper à ses origines. Et il a, je crois, eu du caractère corse, quelque chose des rêves corse. Il me semble que c'est un pays, d'ailleurs, comme la Bretagne. On a souvent comparé la Bretagne et la Corse, et les Bretons sont des gens qui rêvent. Et il me semble qu'il y a dans la mentalité corse, il y a beaucoup de bergers. Et les bergers, moi-même, j'ai vécu dans le Béarn où il y a des bergers, et j'ai remarqué que ces gens qui vivent dans la nature, qui vivent près de la nature, eh bien, sont très, 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 comment dirais-je, sensibles aux sortilèges de la nature et sensibles à l'esthétique des choses. Parce que quand on a vécu en Corse, quand on a vécu dans la Méditerranée, on ne peut pas ne pas être sensible à la beauté des choses. Et vous remarquerez l'esthétique du comportement, l'esthétique des événements, l'esthétique, c'est très très fort chez Napoléon. Il aime la beauté des choses, il y a une élégance. Chaque fois, il y a l'élégance du geste. Et il a vraiment. Et je pense que ça, ce sont des traits, d'accord? Et puis ces traits de fidélité. Et ces traits aussi, qui est un caractère corse, l'amitié joue un très grand rôle. La solidarité familiale qui me paraît être tout à fait un trait corse. Et même cette chose que je trouve magnifique chez lui, c'est la gratitude. Vous savez, à la fin de sa vie, il refera sans cesse son testament parce qu'il a oublié justement un berger corse qu'il avait aidé au moment des affaires avec Paoli, qui lui avait sauvé la vie. Eh bien, à chaque fois, il rajoutait quelque chose par peur d'être ingrat. Et il disait, l'ingratitude est le plus vilain défaut du cœur. Voilà. Il est généreux. C'est un homme qui a aussi du caractère corse. C'est un homme frugal. Il n'a pas besoin, au fond, vous savez, il vit dans les palais, mais il s'en fiche complètement. Il faut voir son petit lit dans le palais de Schönbrunn, à Vienne, voir il a un petit lit de camp. Finalement, ce qu'il aime, c'est les pommes de terre aux oignons qu'on lui préparait, que lui préparait sa mère en Corse. Vous voyez, c'est un homme frugal. Alors, il aime le chambertin, d'accord, mais même un bon vin, mais c'est un homme qui peut vivre à la dure. C'est un homme qui a un caractère trempé et c'est un homme, à la fois un homme de réalité et un homme de rêve. Et je pense que ça vient de son caractère corse. Merci. Alors, Alice nous demande pourquoi avoir choisi d'écrire sur Napoléon. Vous avez un peu répondu, mais au début de votre. Enfin, je pense que vous pouvez revenir sur cette thématique qui intéresse en tout cas Alice et qui nous intéresse à nous aussi.
même si vous avez commencé à le développer. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur Napoléon? Alors, j'ai choisi Napoléon parce que, pour moi, il incarne sublimement la France. Et c'est formidable de se dire qu'un Corse comprend mieux la France que certains Français. Vous voyez, ce Corse, il a merveilleusement développé le caractère français, il a merveilleusement enrichi le patrimoine de gloire de la France et même le patrimoine tout court. Ensuite, j'ai des liens très anciens avec Napoléon, puisque j'avais un arrière-grand-père qui était un ébéniste, qui s'appelait Jacob Desmalter, et qui a fait quasiment la plupart des meubles de l'Empire. Il a fait le berceau de l'empereur. Et ça, c'est en ligne directe, j'étais de descendance. Enfin, c'est un élément. C'est un élément qui n'est pas essentiel. L'élément essentiel, c'est une filiation de la grandeur. J'aime la grandeur. J'aime la grandeur et j'aime ce qui est de la France d'original. J'aime la civilisation française. J'aime comment elle a réussi à poursuivre cet enseignement des Grecs et des Latins, la vérité par la beauté. J'aime ce caractère de la France qu'il a illustré formidablement. Et puis enfin, comme je l'ai dit, à l'époque où j'étais un peu suicidaire, eh bien, je considère que Napoléon m'a sauvé la vie. C'est un peu grandiloquent, mais pourtant c'est vrai. Il m'a aidé à vivre. Alors, il y a effectivement, là, ce sera facile de faire la transition parce qu'il y a précisément une question de Christine sur Napoléon et le suicide. Donc, il a écrit sur ce thème, nous dit Christine, il a lui-même tenté de se suicider. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Alors, il a tenté 2 fois de se suicider. Enfin, la tentation lui est venue 2 fois. Une fois, c'est à l'âge de 20 ans, il était malheureux, il ne progressait pas, tout allait mal, et donc il était malheureux sur tous les plans, sur le plan de sa carrière, sur le plan amoureux. Il a eu la tentation. Et puis ensuite, alors au moment des adieux de Fontainebleau, à ce moment-là, alors là, il est passé à l'acte, puisque il avait autour de lui, il avait ramené de Russie une fiole avec du poison. Et là, il a avalé le poison, mais il se trouve que ce poison était éventé, ne faisait plus d'effet, et n'a réussi qu'à lui donner, pardon de l'expression, mais une très forte colique. Et il s'est mis à vomir, enfin bon, je ne passe sur les détails, et à ce moment-là, il s'est réveillé avec la gueule de bois, et il a dit, puisque la mort ne veut pas de moi, j'écrirai l'histoire de mes braves. Mais disons, c'est le moment, et on peut dire qu'il a, pendant la campagne de France, au moment avant l'abdication, il a tenté de se suicider parce qu'il s'est mis en avant dans toutes les, devant les Alliés, dans chaque bataille. Il allait au-devant de la mitraille, au-devant du canon, dans l'espoir de mourir sur le champ de bataille. Et puis la mort n'a pas voulu de lui. Bon, mais c'est vraiment là, on peut dire qu'il a voulu mourir d'une façon grandiose au combat. Voilà, donc je pense que c'est en même temps, c'est quelque chose le suicide qu'il a traversé, mais parce que le suicide pour lui, c'était quelque chose qui le rattachait aux Romains. Vous savez, à Rome, le suicide était quand quelqu'un éprouvait les difficultés, on le voit pour Sénèque, on le voit pour un certain nombre de grands personnages de la vie romaine qui se suicidaient. Dans l'Antiquité, on se suicidait à partir du moment où on allait perdre la face. Et comme la mort ne lui faisait pas peur, eh bien, le suicide ne lui faisait pas peur non plus, mais finalement, il y a renoncé. Et vous savez, il avait une mentalité très étrange. Il disait, tout le monde aimerait mourir assassiné à la condition d'être César. Et je pense que ce qui lui importait le plus, c'était moins la vie réelle que la postérité. Il a vécu vraiment chaque geste. Et ce qui donne à chacun de ces gestes une portée symbolique très forte. Il n'a vécu que dans l'idée
de sa gloire future, de comment son image serait recueillie par les siècles. Et c'est ce qui donne ce sentiment à chaque fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bassesse, il n'y a pas de choses médiocres. C'est toujours un homme qui cherche dans sa conduite à se dire, voilà, comment est-ce que les siècles futurs me verront? Eh bien, je vais essayer d'être digne de l'image qu'ils se feront de moi. Merci, cher Jean-Marie. Alors, donc, il y a une dernière question donc, qui est posée par Mathieu. Alors, c'est une question d'actualité, hein. Ces dernières semaines, nous assistons à une grande polémique autour de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Qu'en pensez-vous et comment, à votre avis, faut-il commémorer cet événement? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais effectivement, c'est un sujet d'actualité, un sujet important. Commémorer, célébrer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sans doute, Mathieu veut-il vous entendre sur cette question? Oui. Eh bien, moi, je crois qu'il faut à la fois commémorer et célébrer. Parce que Napoléon mérite qu'on se souvienne qu'il a existé, mais il mérite aussi qu'on le célèbre parce que c'est lui qui nous a façonnés. Il a façonné nos institutions, il a façonné la France et il a donné, en plus de toute son œuvre, plan de l'État, mais il a créé cette France imaginaire, qui est au moins aussi importante, de la France réelle. Alors, qui est les polémiques? Est-ce que vous connaissez un grand homme au sujet duquel il n'y a pas de polémique? Il y a des polémiques, mais qui sont des polémiques absurdes, qu'elles sont anachroniques. Alors, on parle de la question de l'esclavage. Attendez, l'esclavage, je vous signale qu'en France, l'esclavage a été aboli en 1315. C'est un roi, je crois que c'était Charles le Pieux, ou si je me trompe, vous rectifierez, mais qui a écrit « Le sol de franche affranchit l'homme qui le touche ». Donc, il n'y a jamais eu d'esclaves en France. Alors, il y a eu autre chose, c'est les questions des colonies de la Martinique. La Révolution avait aboli l'esclavage. Enfin, tous les autres pays du monde le toléraient. L'Angleterre le tolérait dans ses possessions. L'Amérique, n'en parlons même pas, puisque l'Amérique va poursuivre. Vous savez bien que l'esclavage va durer très très tard, puisqu'on pourra être obligé de faire une guerre avec le Sud pour abolir l'esclavage. Et non seulement ils vont abolir très tardivement, vers 1870, mais qu'en plus, ils vont maintenir la ségrégation raciale aux États-Unis. Et que le premier étudiant noir qui pourra entrer dans une université américaine, c'est en 1962. À ce moment-là, nous avions un noir, M. Gaston Monnerville, président du Sénat. Donc, vous voyez, c'est un reproche absurde qu'on peut faire à Napoléon. Et le deuxième reproche, c'est le reproche des féministes. Alors, là, moi, il y a une chose qui me fait un peu sourire, que je trouve cocasse de la part de la République, c'est que la République reproche à Napoléon d'avoir que le Code civil ne soit pas très favorable aux femmes. Moi, je voudrais dire à ces républicains, je suis moi-même républicain, mais ça me permet aussi de critiquer les républicains, de leur dire, mais attendez, combien de temps avez-vous attendu avant de donner le suffrage universel aux femmes? 1946. Mais attendez, mais c'est lamentable, c'est effrayant. Est-ce que c'est pas de l'antiféminisme? Mais bien sûr, c'est pas. On ne peut pas dire que la République était favorable aux femmes parce qu'elles imaginaient que si les femmes votaient, elles seraient entre les mains de leurs confesseurs. Donc, ils imaginaient que le vote des femmes serait, disons, plutôt favorable aux catholiques. Bon, donc, il faut vous dire que ces querelles, elles sont absurdes. Il faut pouvoir, parce que si on jugeait les grands hommes à l'aune, si on jugeait la création de Versailles, bien sûr, il y a eu des morts en créant Versailles sous Louis XIV. Louis XIV n'est pas un saint, Richelieu n'est pas un saint, et même Clovis était loin d'être un saint. Il a fait exécuter un nombre de personnes invraisemblables. Mais enfin, et les pyramides, et enfin, toute l'histoire du monde n'est pas une histoire pour bisounours. C'est une histoire cruelle, difficile,
Mais il faut, comme à chaque fois, la replacer dans son contexte. Je crois qu'on ne comprend rien, et ça vraiment, ça, j'adjure les gens qui nous écoutent de se rendre compte à quel point tout ce qu'on peut dire sur le plan historique est idéologique, parce que si vous ne contextualisez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas les bornes de la réalité, de ce qui est réel, toutes les déviances idéologiques sont permises. Parce qu'en ce moment, on peut dire n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi, puisque les idées ne s'arrêtent plus devant une réalité. Voilà. Donc pour toutes les périodes, que ce soit la période de l'occupation, la période de la dernière guerre, la période de la guerre de 14, la période de Napoléon, eh bien à chaque fois, il faut faire l'effort d'intelligence de replacer les choses dans leur contexte. Et si on replace Napoléon honnêtement dans son contexte, eh bien, je crois qu'il faut admettre que c'est un des plus grands hommes que la France ait connu. Merci. Sur la question effectivement du droit de vote des femmes, vous le savez sans doute, la Corse a joué un rôle parce que lorsqu'elle s'est libérée en 1943, eh bien, au sein de la résistance, eh bien, la polémique faisait rage. Hein, donc entre les gaullistes, au départ, le général de Gaulle était très engagé pour donner le droit de vote aux femmes, mais les radicaux était très hostile parce que, comme vous l'avez dit, il craignait qu'elle vote comme le curé leur aurait dit de voter. Et donc, les Corses, en 1943, lorsqu'ils se sont libérés, les premiers, ont organisé des élections municipales et ont décidé de leur propre initiative et sans demander de validation à quiconque que lors de ces élections, les femmes seraient à la fois électrices et éligibles. Et cela a été repris dans les journaux suffragistes et les journaux de la résistance. Et cela a donné, c'est vrai, sans doute aussi une impulsion nouvelle donc, au débat en faveur du droit de vote aux femmes. Donc, mais c'est vrai qu'en Corse, il y avait une tradition ancienne, d'ailleurs, que l'on attribue souvent à Pascal Paul, mais qui est bien antérieure en fait. Hein. Donc les femmes chefs de famille avaient le droit de vote bien avant le XVIIIe siècle. Donc c'était une tradition ancienne, ce qui ne veut pas dire que les Corses étaient forcément exemplaires en matière de féminisme à l'époque. Mais enfin, en tout cas, il y a ce point. Alors, écoutez, nous avons épuisé la liste des questions qui vous étaient adressées. Moi, il me reste à vous remercier chaleureusement, hein, à vous dire au revoir parce que nous sommes en relation régulière voilà, pour ce type d'événement et pour d'autres choses. Donc, vous remercier chaleureusement, puis vous dire à bientôt. Vous connaissez, puisque vous y avez participé, le projet Paul et Napoléon, Révolution de Corse, donc, qui est à la fois porté, comme je le disais, par l'université et par la collectivité de Corse. Donc nous aurons dans ce cadre l'occasion de poursuivre ces échanges intéressants. Je veux remercier aussi nos partenaires et au premier chef de ces partenaires, la délégation corse du souvenir napoléonien, M. Gaston Leroulanchi, et le laboratoire de l'université, l'ISA, donc laboratoire CNRS, et son directeur, Eugène Guérard. Voilà, donc merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Encore une fois, merci, cher Jean-Marie, à très bientôt. Et puis alors, pour les autres, à la semaine prochaine pour une nouvelle conférence. Merci, Monsieur le Président.